Ok. J'essaie de... Qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça se fait que je ne peux pas faire le ping. Okay. Bon. On va commencer avec un peu de Télim, comme on a l'habitude de faire, le chapitre 121. Sur la malus et איזה ממדנה, איזה שמיים בארץ, ענית להם התרגלך על יד משמרך, הנה ליונה בלי של שם ישראל עד משמרך, ונצילך על יד ימינך, יום יום השם יש לייקק וירח בלילה, אדוני ישמוך מקרוב, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צייס חווייך מיעטו ויד אוילום. Si vous avez une pièce, mettez-le dans la boîte de tzedaka et on aura tfila, tzedaka et Torah Fabrengen à l'honneur et à l'occasion de Yud Shvat. On aurait dû d'ailleurs commencer avec le Chaim, mais je n'ai pas ici devant moi. Gérard, si tu as le Chaim, prends ton verre et fais le Chaim. Prenez tous un petit verre et faisons le Chaim. Oui, j'amène tout de suite mon verre. Hein. OK, good. Et pour tous ceux qui sont ou en Europe, ou en France, ou en Israël, chez vous, c'est déjà Yud Shvat. Chez nous, ici à Montréal, c'est ne pas encore, on est encore mardi après-midi. Mais en réalité, Yud Shvat, ce n'est pas juste une date. Yud Shvat, c'est une époque. Il ne faut pas voir Yud Shvat comme une journée, comme un événement particulier qui est arrivé à une certaine date, à un certain moment, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre avec continuellement. On va attendre une seconde pour Gérard pour revenir avec son Chaim. Entre-temps, il nous a placé une belle photo. Je suppose que c'est lui-même qui l'a fait, puisqu'il est artiste. Alors, ce qu'il montre dans ce portrait. Le Chaim. Le Chaim, on ne te voit pas. Ah, le Chaim. Tu dis pour nous tous. Le Chaim. Que ce jour de Yud Shvat soit le jour du dévoilement. Amen. Amen. Tu as, juste avant que tu nous as fait le Chaim, tu avais sur l'écran, tu as mis, je suppose, un portrait. C'est une de mes réalisations. Une réalisation à toi. Et je voulais juste l'expliquer de qu'est-ce que ça représente pour qu'on comprenne. Alors, si ça ne te dérange pas, si tu veux le remettre. On ne t'entend pas. Ah, voilà. OK. Alors, si vous regardez bien cette image, elle est très précise. Elle est très... ce n'est pas juste une imagination de l'artiste, qui est dans ce cas, qui est Gérard lui-même. Mais en réalité, c'est le Mahamar. Comme vous voyez ici, je souligne ici les paroles, les deux mots, Bossi le Gani. Le rabbi précédent, il avait Yortzeit, le Teshvat, le Gimel Shvat. Il a laissé un Mahamar. Il a dit un Mahamar, il a écrit un Mahamar qui veut dire un discours chassidique pour cette date particulière, pour le Yortzeit de sa mère. Le Mahamar, il est basé sur le passouk où il y a marqué « Bossi le Gani », Dieu dit « Je suis venu dans mon jardin ». Medrash de rapporter « Le Gani le ksif kan elo lignuni ». On va pas marquer ici « jardin », mais lignuni, comme il dit « le mokem shoya ikri batrila ». Dans l'endroit, Dieu dit « Je suis revenu dans l'endroit où j'étais originalement ». Là, dans le Medrash, rapporté dessus, où il y a marqué, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu a créé le monde, la présence divine, elle était partout. Le monde entier était un Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire un Gan Eden? Le paradis, c'est quoi ce paradis? Ce n'est pas un endroit où il y a de très bons plats à déguster. Paradis, ça veut dire quoi? Gan Eden, ça veut dire que c'est l'endroit où Dieu est dévoilé. L'explication, Adam Arishon s'est caché puisqu'il a réalisé dans un endroit de telle divinité, ce comportement qu'il a eu a été inapproprié.
Mais il s'est caché en pensant que, bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais suite à cela, il y a eu la présence divine, elle s'est éloignée de ce monde jusqu'au 7 niveaux de hauteur. Ni le Médrash. Jusqu'à, qu'est-ce que ça veut dire s'est éloigné? Que le monde a complètement arrêté d'avoir cette conscience, de savoir que le monde a été créé par Dieu et que la présence divine, elle est continuelle. Vient Abraham Avinu. Et qu'est-ce qui a marqué? Abraham Avinu est celui qui a ramené la croyance monothéique. C'est lui qui a ramené la croyance en Dieu créateur et en présence de Dieu. Et comme il a marqué, Vayikra, Atikra Vayikra El Vayakri. Vayikra est marqué qu'Abraham Avinu, lui, il a proclamé, lui, il a appelé. Il dit le Bedrash, non, c'est pas seulement que lui-même, il a fait, lui-même, il a dit, mais Vayakri s'est assuré que les gens autour de lui aussi le reconnaissent. Et le maître jusqu'ici est allé pendant 7 générations. D'Abraham Avinu, Yitzhak, encore une étape, Yaakov, une autre étape, jusqu'à finalement, Moshe Rabbeinu qui est le Dor Hashvi, Moshe Rabbeinu qui est la 7e génération d'Abraham. On va voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kahas, Amram, Moshe. Donc, Moshe Rabbeinu est la 7e génération depuis Abraham Avinu. Et comme nous savons, Kol Hashivin Chavivin, chaque 7e a une valeur particulière. Comme on voit par exemple, le 7e jour de la semaine, c'est le jour de Shabbat. Le 7e mois de l'année, c'est le mois de Tishré, avec toutes les fêtes. La 7e année, c'est l'année de Shemitah, et ainsi de suite. Donc, Kol Hashvin Chavivin. Donc, Moshe Rabbeinu, qui est le 7e, chez lui, c'était plus seulement qu'il a ramené encore un peu plus proche, mais carrément, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu était impliqué dans le fait que Vayered Hashem al Har Sinai, que Dieu lui-même, Dieu s'est réunifié, s'est fusionné. Il est descendu lui-même sur le mont Sinaï. Dieu est descendu. Dieu, il est partout. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il est partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il s'est, d'une certaine manière, il est descendu, il s'est abaissé afin qu'il s'est unifié avec le monde matériel, avec cette montagne, Sinaï, qui est la montagne la plus basse, pour nous dire que même l'objet le plus bas de ce monde peut maintenant devenir un har, peut maintenant s'élever, peut maintenant se transformer, afin qu'il devienne un objet qui n'est plus un objet physique avec lequel on peut servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas seulement que c'est un accessoire pour une mitzvah, mais l'objet lui-même devient, la matière elle-même devient une matière sacrée. Exemple, nous avons des téphilines, nous avons des mezuzot, on a un Sefer Torah, des bougies de Shabbat, tous les objets qu'on utilise pour une mitzvah, l'objet lui-même est métamorphosé en devenant un objet sacré, un objet de Kedusha. Pas seulement un objet qu'on utilise pour la Kedusha, mais l'objet lui-même devient imprégné par Kedusha, qu'est-ce que ça veut dire? Devient imprégné par Elokus, la divinité. Ceci s'est accompli donc la 7e génération, en d'autres mots, c'est concrétiser le processus qui a commencé avec la première génération Abraham Avinu, elle s'est concrétisée. Dit le Rebbe dans le même. Attends, je reviens à quelque chose. Il y a Fabrengue que Rabbi Olkan a fait il y a des années et rapporte une chose extraordinaire. Dans le Maimer, il y a marqué il est dit dans le Medrash Rabbah ben Komo à sa place. Qu'est-ce que le Rebbe président il ajoute ici avec le mot ben Koimoy? D'ailleurs, ce concept, cette idée de cette génération, Avraham Avinu le premier, s'est ramené dans plusieurs endroits, différents Midrashim en parlent. Mais comme dans cette place même,
sur le passouk, là, il y a marqué la chose suivante. Qui dit cette pensée? Qui est celui qui rapporte cet enseignement de cette génération? Là, il y a marqué Omar Rab Menachem Chasne. Ceci rapporte de Rab Menachem Chasne. Chasne ou son bon-père ou son gendre. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il nous rapporte ici le Rebbe précédent, quand il a écrit ce Mamar, il fait donc allusion au fait que quand tu parles de cette génération, m'excuse, quand le Rebbe précédent, quand il dit ce Mamar, il n'était pas la 7e génération, c'était la 6e génération. Et là, il rapporte cette idée de quoi? Que la 7e génération est la génération de Moshe Rabbeinu. On réalise ici que le Rebbe précédent a d'une manière assez directe, si on veut, mais au moins indirecte, fait allusion que Reb Menachem Chasne, donc le nom du Rebbe, Chasne, son gendre, et quoi? C'est lui la 7e génération. Et d'ailleurs, comme le Rebbe Tafshin Yudanef, après une année entière qu'il a refusé d'accepter la Nesiyut, depuis la disparition de Rebbe précédent en Shabbat Parshat Bo Tafshin Yud, 1950. Bien après, les Chassidim, ils se sont organisés, si on veut dire, ils se sont organisés afin que tout le monde, qu'on demande au Rebbe qu'il devienne Rebbe. Et il y a plusieurs chassidim qui ont écrit des Savis Kashrus, ils ont écrit des lettres qu'on se soumet, qu'on se connecte, qu'on accepte le Rebbe sur nous comme Rebbe. Plusieurs opinions qui étaient le premier. À ma connaissance, c'était Rebbe Yitzhak Dubov de l'Angleterre. Lui, il était le premier. Et ainsi. Plusieurs personnes. Chacun a fait sa part d'une certaine manière. Et le Rebbe, pendant une année entière, a refusé. À tel point, quelques jours avant Yud Shvat, je crois que c'était Reb Zalman Gourari avec nous, deux autres chassidim, j'oublie leur nom maintenant, Rav Kazanovski, encore quelqu'un, ils ont mis une publicité dans le journal Yiddish à New York. Il va y avoir un Farbrengen à Yud Shvat, que le Rebbe donc, je ne sais pas exactement comment ils ont écrit, mais là-bas ils ont écrit que comme c'est le jour où le Rebbe devient Rebbe. Où les Chassidim, le Farbrengen de les Chassidim vont accepter le Rebbe comme Rebbe. Quand le Rebbe a vu, eu écho, ou il a vu cette publicité, il a fait venir, je crois que c'était Reb Zalman Gourari, oui. Et le Rebbe était assez sévère, assez sérieux. Il dit qu'il faut absolument, immédiatement, retirer cette publicité. Il ne veut pas qu'on mette cette publicité. Donc, le Rebbe continue à dire qu'il n'accepte pas être Rebbe. Il dit, si c'est déjà trop tard, alors je veux qu'on mette une autre publicité qui va renier cela, dire que ce n'est pas le cas. Reb Zalman Gourari, il a pris le courage. Et Reb Zalman Gourari était un homme très intelligent. À part qu'il était un grand chassid, il était aussi un homme extrêmement intelligent. Il dit, Rebbe, d'abord, c'est déjà trop tard, c'est déjà publié. On ne peut pas le retirer. Maintenant, vous voulez que quoi? Que je mette une annonce que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas vrai? On a écrit dans cette annonce que les chassidim, ils acceptent le Rebbe comme Rebbe. Ça, c'est vrai?
Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Je ne peux pas m'écrire que la première annonce n'était pas vraie. Quand c'est vrai, les chassidim, ils acceptent le Rebbe comme Rebbe. Vous, Rebbe, vous n'êtes pas d'accord de le devenir. Ça, c'est d'autres chose. Mais les chassidim ont accepté. Je ne peux pas mettre une publicité, une autre annonce qui va contredire, puisque la vérité, elle est que le Rebbe n'a rien dit là-dessus. Il a accepté. Ça, c'était, je crois, la veille du Fabring. Jusqu'à la dernière minute, le Rebbe a refusé d'accepter. Intéressant à savoir que une intervention, si je peux dire, principale qui a influencé que le Rebbe devienne le Rebbe, c'était la rabbinite Chaim Moshka. À un certain moment, la rabbinite Chaim Moshka lui a dit, écoute, si toi, tu n'acceptes pas, si toi, tu refuses d'accepter de devenir Rebbe, sache que tout le Messirus Nefesh que mon père avait, et comme nous savons que la Nessiout du Rebbe précédent était une longue série de Messirut Nefesh, depuis le début de sa Nessiout, les 30 ans, comme le Rebbe partage ça en 3 étapes, les premières 10 années qu'il était en Russie, sous la dictature communiste, où il fallait qu'il se batte contre le régime communiste pour sauvegarder le judaïsme en Russie. Ensuite, quand il a dû quitter, puisqu'il ne pouvait plus fonctionner après qu'il a été arrêté, il y a eu la peine de mort et ainsi de suite. Il a quitté, il était d'abord en Lituanie, ensuite il est arrivé en Pologne. Et en Pologne, il a eu, en 1933, il est arrivé en Pologne. Là, il a eu encore une décennie plus ou moins d'extrême difficulté, mais différent de la Russie. La Russie, c'était contre le communisme. Et s'il y avait une situation où, étant donné que Pologne était déjà tellement établie de toutes sortes de chassidim, les chassidim polonais, style Kragas, comme on dit, eux, ils n'ont pas accepté la philosophie, l'enseignement du Rebbe précédent. Donc, le développement de la chassidoute avec la compréhension, tout le système d'études, comme on étudie à Tom Mimim, ça, ils ne voulaient pas accepter. Qui a causé de friction. Ils avaient un énorme respect pour le Rebbe précédent, pour tout ce qu'il a fait en Russie, pour son Messirus Nefesh, mais de là à accepter la philosophie, l'enseignement de la Chassidut tel que c'est vu par Chabad. Donc, la différence entre Chabad, Chochma bin Hadat et Chagas, Chesed Gvurot Tiferet, comme c'est expliqué, Chabad représente étudier la Chassidut d'une manière intelligente, avec profondeur, comme on étudie une halakha, comme on étudie une Gemara, les sujets. Chagas, c'est plutôt une idée, avoir une petite idée, une belle aperçu, une belle pensée, avec des pensées, comme on trouve dans la majorité des Sfarim chassidiques polonais, c'est tous un pasouk avec une belle idée, bien sûr une idée chassidique basée sur les enseignements de Baal Shem Tov, mais ce n'est pas approfondi de manière avec la compréhension totale. Ça, ils n'étaient pas prêts à accepter, ce qui a créé beaucoup de conflits. Malgré ça, le Rebbe a réussi à ouvrir des yeshivot, plusieurs yeshivot à Varsovie, et Notvotsk, etc., et de Chadorim. Il y a eu des centaines et des centaines de chassidim qui sont devenus de qui sont devenus de chassid de Chabad. Je crois que d'ailleurs, ici à Montréal, les premiers chassidim qui sont arrivés ici, c'était tous des élèves de la yeshiva d'Otvotsk. C'était tous des élèves de la yeshiva en Pologne, originalement, ils étaient des chassidim de différents rebbe en Pologne. Ensuite, ils ont étudié à la yeshiva Chabad, ils sont devenus des chassidim du rebbe président et ensuite du rebbe. Il y avait un en particulier, je mentionnais Rav Gringlas. Je crois qu'au début, il était un Alexandre chassid de ses origines. Et ensuite, il est devenu un chassid du rebbe précédent, il a étudié à la yeshiva. Et plus tard, le rebbe l'a nommé une fois Mein Mekubal. Il l'appelait Mon Mekubal. Il était très, très avancé dans la chassidut et dans la Kabbalah. Et le rebbe l'a donné ce titre, si on veut, Mein Mekubal, tu es mon Mekubal.
Bon, peu importe. Donc, ça, c'était des années où le Rebbe précédent a souffert de cette manière. Il fallait avoir Messirut Nefesh. 1940, quand les nazis marchement sont entrés en Pologne, après que le Rebbe était en 1939, Tishri, durant les fêtes de Tishri, le Rebbe précédent, il a dû être caché dans un sous-sol contre des bombes. Et c'est là où il a fait Rosh Hashanah et Kippour. C'était un moment extrêmement dangereux. Un Shabbat, il fallait qu'il court d'un endroit dans un autre endroit, puisqu'il y a une bombe qui est tombée dans l'immeuble où il était. Miraculeusement, il est arrivé aux États-Unis. Première chose qu'il a proclamée en arrivant aux États-Unis, il dit, je suis venu aux États-Unis pour montrer qu'Amérique ist nicht anders, que l'Amérique n'est pas différente. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Amérique n'est pas différente? À cette époque, il y avait cette notion. Le judaïsme qu'on a pratiqué en Europe, on pouvait faire ça en Europe. Mais le judaïsme, ici aux États-Unis, ici on ne peut pas. D'ailleurs, c'était malheureux, je l'ai entendu de plusieurs personnes qui sont arrivées à cette époque, quand ils étaient les Juifs qui venaient de l'autre monde sur les bateaux, avant d'arriver au port à New York, ils se mettaient tous au quai, ils se mettaient tous au bord, j'oublie comment ça s'appelle, du bateau, couper la barbe, tout jeter dans l'eau. Malheureusement, ils ont même jeté les tefilines, tout ça a été jeté pour dire ça c'est le passé, maintenant il y a une nouvelle être, de nouvelles personnes. Et ça c'était malheureusement la réalité du judaïsme aux États-Unis à cette époque. Le Rebbe dit, je suis venu pour montrer qu'Amérique is nicht anders. L'Amérique n'est pas différente. L'Amérique, il y a la même Torah, il faut la pratiquer de la même manière, avec la même implication, avec la même joie, avec la même simcha, avec le même engagement tel qu'avant. Dieu n'existe pas seulement en Europe et c'est pas un autre Dieu aux États-Unis. Finalement. Donc, dit la rabbinite au Rebbe, tout ce Messirut Nefesh, et là pendant 10 ans, le Rebbe précédent a bâti des institutions, des écoles, des mosdot, Merkaz Linyan Chinuch, toute la structure de Chabad, c'est le Rebbe précédent qui l'a bâti. Il dit au Rebbe, si toi tu ne vas pas prendre la relève, si toi tu ne vas pas accepter d'être le Rebbe, tout cela a été en vain. Tout cela va tomber à l'eau. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas. À comprendre que la rabbinite savait très très bien. Si le Rebbe devient Rebbe, elle n'a plus de vie privée. Il n'y a plus de privé. Comme elle a dit plus tard dans le jugement pour les Sfarim, que le Rebbe et ses Sfarim appartiennent aux Chassidim. Elle savait très très bien qu'elle se consacre. Le Rebbe maintenant, il va appartenir aux Chassidim. Elle le verra, mais c'est plus la même personne. Elle a fait par Messirut Nefesh. Elle a pris Messirut Nefesh chez ses parents. Et donc, c'est suite à cela que le Rebbe, finalement, le lendemain de Yud Shvat, donc le soir, la nuit, entre le 10e jour de Shvat au 11e jour de Shvat, Yud Aleph Shvat, le Rebbe a fait un Farbrengen, et tout à coup, durant le Farbrengen, le Rebbe a commencé à prononcer le Mahamar basé sur le Mahamar du Rebbe précédent, Boss et le Gan. Et là, il rapporte ce que le Rebbe précédent explique les 7 générations. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous, on est cette génération. Alors, quand vous regardez dans cette image, c'est ça ce que Gérard a montré. On voit le Rebbe ici. Boss et le Gani. Dieu dit, je reviens dans mon jardin. Et c'est pour cela qu'il a fait un très beau jardin ici, de fleurs, pour dire, ce jardin, c'est quoi? Ce jardin, c'est ce monde. Nous sommes, le Rebbe explique, nous sommes cette 7e génération. Alt Rebbe, il a commencé à propager l'enseignement de la Chassidoute, pour laquelle il a été emprisonné, pour laquelle il a souffert énormément. Mais grâce à son Messirut Nefesh, grâce à son Avat Israël,
c'est la première génération qui a commencé à propager et dévoiler l'enseignement du Baal Shem Tov. Comme nous savons que le Baal Shem Tov, il a demandé à Mashiach, il est monté dans le Hechal à Mashiach, il est rentré dans la salle de Mashiach céleste, il demande quand est-ce que tu arrives. Mashiach de lui répondre le Kishayofutsu Mayenesechofutsu, quand tes enseignements seront propagés vers l'extérieur. Celui qui a commencé à propager cet enseignement, c'est l'Alter Rebbe. Donc, dit le Rebbe, la première génération, c'est l'Alter Rebbe. Deuxième génération, c'est le Mittel Rebbe. Et ainsi de suite, il passe toutes les générations. Et chez chacun de ces rabbins, il raconte une histoire d'Avat Israël, comme pour dire que tout se base sur l'Avat Israël. Et il finit que nous sommes la 7e génération. Et notre devoir comme 7e génération, elle est telle que Moshe Rabbeinu, lui, il a concrétisé Matan Torah. Lui, il a concrétisé ce dévoilement divin qu'Abraham a vu, il a commencé à amener une réalisation et une reconnaissance de l'existence de Dieu dans ce monde. Elle s'est concrétisée avec Moshe Rabbeinu à Matan Torah. De la même manière, dit le Rebbe, ça c'est notre devoir. Nous qui sommes la 7e génération, notre devoir est quoi? De concrétiser la venue de Mashiach. Mais comme il dit, nous on est la dernière, comme il a dit plus tard, on est la dernière génération du Galout, nous on est la première génération de la Géoula, et ça c'est notre mission. Donc, dès le début, dès le premier moment de la Nessiout du Rebbe, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi le plan, c'est quoi le programme de cette génération? Comme il a dit, chaque génération a sa mission particulière. La mission de cette génération est de concrétiser la venue de Mashiach. Et il dit la chose suivante. Ce n'est pas juste à moi de le faire. Ne vous donnez pas des illusions que maintenant que vous avez choisi quelqu'un, vous allez tout mettre sur ses épaules à lui. Non, c'est à chacun de vous, donc c'est à chacun de nous de faire notre part dans cette mission. Et le Rabbi continue de dire, on va vous aider, parle de soi-même, il va nous aider. Et le Rabbi dit, je ne vais pas être avare dans l'aide. On va aider avec tout ce qu'on peut. Mais ne pas oublier que nous avons une tâche, et la tâche, elle est quoi? La tâche, elle est concrétiser la venue de Mashiach. Ça, c'est remarquable que ça, c'est quel jour? Le 11e. Comme j'ai dit tout à l'heure, le 11e jour du mois de Shvat, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est là où il a fait le Fabringen. Donc, c'est Yud Aleph Shvat, il a pris sur soi la Nessiout. Shvat, quand on va d'après les mois, Nissan, Iyar, Sivan, Shvat, c'est le 11e mois de l'année. Quelle année c'était? Tafshin Yud Aleph. Le Rebbe précédent, Shabbat, il a disparu de l'année Tafshin Yud. Ceci, ça a pris 1 an et une journée. Tafshin Yud Aleph 1951. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? 3 fois souligné, c'est Yud Aleph. Savoir aussi, nous savons très très bien, la naissance. Le Rebbe, il est né quel jour? Yud Aleph Nissan. Le 11e jour du mois de Nissan. Tout est Bashgacha Pratit. Tout n'est pas providence divine. Il n'y a pas d'accident dans le monde. Il n'y a certainement pas d'accident avec la naissance du Rebbe. Et le Rebbe devenir le Rebbe. Dans la Kabbalah, et c'est rapporté longuement dans la Chassidut, nous savons il y a les 10 attributs. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Les 13 attributs que Dieu possède et les 13 attributs que Dieu a donnés à l'être humain, par laquelle la personne se manifeste, par laquelle la personne accomplit sa mission de Torah et Mitzvot.
Le 11e s'appelle Kesser, la couronne. Qu'est-ce que ça veut dire une couronne? Une couronne n'est pas un vêtement particulier pour le corps. Une couronne, on place sur la tête. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Sur la tête du roi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une certaine aura de la personne. Que quand cette personne, avec toutes ses qualités, met sur sa tête cette couronne, là, ça devient une transformation. Ce n'est plus un individu, maintenant, il représente quoi? La royauté. Ça représente Malchus. Donc, Yud Aleph, quand le Rebbe prend la Nusiyut, c'est de la manière de Malchus. En plus de cela, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a influencé, qui a fait, comme dans l'halakha de Shabbat, il y a une halakha qui s'appelle Makeb Patish. En français, on dira le coup de grâce. Le dernier coup qui a finalisé l'effort, la rabbinite. La rabbinite, nous savons, elle est, comme on dit on étudie souvent dans la Chassidoute, la rabbinite représente Malchus. Donc, toute la Nessiyut du Rebbe, elle est basée sur Malchus. D'ailleurs, le Rebbe devient Rebbe, pourquoi? Puisqu'il a marié la fille du Rebbe précédent. Il n'était pas un fils du Rebbe précédent. Les générations précédentes, c'était le Rebbe Rayatz, il était fils de Rebbe Rachab, le Rebbe Rachab, fils de Rebbe Marash, et ainsi de suite. Dans le cas du Rebbe, il n'était pas le fils. Il n'est pas le fils du Rebbe précédent, il est le gendre. Donc, il arrive à être Rebbe par Malchus, à cause du mariage. Comme il a dit pour Yudal Kislev, ça c'est le jour il m'a attaché, moi à vous et vous à moi. Et ça c'est le jour. Donc, grâce à la rabbinite, au mariage de la rabbinite, il devient Rebbe. Et en plus de cela, à quel moment? Au moment de Kesser, au moment de Rotzoin, qui est au-delà de toutes les midot. Donc, nous dit le Rebbe dans ce mamar de Yudalev Shvat, où le Rebbe précédent a souligné Bimkoim boss le gagné Bimkoim boy. Dieu dit, c'est le Medrash. Bimkomo, il y a marqué dans le Medrash à sa place. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Rebbe Menachem Pasne. Puisqu'on sait que le Rebbe précédent n'a pas dit qui devrait reprendre la relève, qui va être le prochain Rebbe. Non. Il a laissé au choix, comme pour dire, les chassidim. Mais il a quand même fait des allusions. Il y a quand même plusieurs choses qu'il y a eu. Un autre petit exemple, Pesach, après le Seder, Koutum Chabad veut, quand on a fini, on a dit le Shon Abba B'Yerushalayim, on chante Keli Ata, on prend le verre de Koshel Eliyahu, le verre d'Eliyahu, et on le remet, on verse le vin qu'il y avait dans le Koshel Eliyahu, on le verse dans la bouteille de vin de là où c'est venu. Le Rebbe précédent, quand il était à ce moment du Seder, de Pesach, donc, il avait tout un système. Il versait un peu dans l'assiette, et de l'assiette dans le verre, et dans le verre de la bouteille. Et il faisait toute une longue, c'était pas juste qu'il a pris le verre et l'a versé dans la bouteille, il y avait tout un Seder à soi. Bon. Le Rebbe, le beau-frère du Rebbe, le Rachak, le Shmari Gorari, et il y avait toujours eux et tout un minyan qui mangeait à table, qui était à table chez le Rebbe précédent. Après Yutshvat, le Rebbe Tznecha, la rabbinite, donc la femme du Rabbi précédent, elle a continué cette coutume. Et le Rebbe, Rachag et d'autres chassidim, ils étaient toujours invités à table en haut dans l'appartement du Rabbi précédent, là où ils étaient à table, mais ils sont restés, chacun avait sa place d'avant.
Donc, la chaise du rabbi président est restée à sa place. Et le Rebbe était assis à sa place qui était au côté gauche du Rebbe président, puisque le Rachag était plus âgé. Donc, le Rachag était assis à droite du Rebbe président. Le Rebbe était assis à gauche. Maintenant, ils ont fait le seder tel que c'était l'habitude. Et maintenant vient le moment de verser le verre de Kosh Eliyahu, de le verser dans la bouteille. Le Rebbe ne bouge pas, le Rebbe ne fait rien. Et le Rachag, il est l'aîné, il est plus âgé. Alors quelqu'un lui dit non, alors. Il prend le verre, mais il réalise qu'il ne sait pas quoi faire. Il peut bien verser dans la bouteille, mais il sait très bien que chez le Rebbe précédent, il y avait tout un avoda, tout un système, mais il ne le connaissait pas. Il ne sait pas ce que c'est. Le Rebbe précédent ne l'a jamais dit, jamais partagé au Kahal, donc il ne savait pas. Alors il reprend le cos, il le remet. Il dit au Rebbe, il se tourne au Rebbe, il regarde le Rebbe, il dit nous, est-ce que toi tu es capable de le faire? Est-ce que toi tu sais quoi? Et le Rebbe a dit nous. Le Rebbe a pris, et là il savait quoi faire. Merci, qu'est-ce que ça représente dans les mondes célestes? Je n'ai aucune idée, mais c'est ça ce qui est arrivé. Donc, on voyait déjà qu'apparemment le Rebbe précédent a dévoilé au Rebbe des secrets qui se transmettent entre un Rebbe et l'autre. Donc, Yud Aleph Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, représente le jour que le Rebbe devient Rebbe. Comment ça s'est fait aussi? Par le fait que nous sommes tous engagés. On a écrit un Ktavis Kashrus. On a écrit une lettre d'engagement, de connexion. Ceci est vrai tous les ans. Chaque événement important se répète. Mais comment est-ce qu'elle se répète? Comment c'est Naasim? Comment ça devient? Il rêve dans une sikha, Niskorim. Si on se souvient. Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? Souvenir veut dire faire une action concrète. Faire la même chose, s'engager aux enseignements du Rebbe, s'engager aux campagnes du Rebbe. Et bien sûr, très particulièrement, s'engager et agir et fonctionner dans ce que le Rebbe nous demande aujourd'hui, qui est quoi? Hakel. C'est Shnat Hakel. Le Rebbe a fait de Shnat Hakel une année entière d'activité de Achtut. Et pour conclure, la mitzvah de Hakel, en réalité, elle est au roi. Dans le temps de Beth Amikdash, c'était le roi qui, lui, devait réunir tout le monde et faire partager des psukim de Torah aux gens et les encourager à Torah mitzvah. On n'a pas vu ça dans les générations précédentes de faire aujourd'hui Zecher la Hakel. C'est mentionné dans plein d'esparim, mais ça n'a jamais été d'une manière que c'était concret en parlant qu'il faut faire, que chacun doit faire des événements de Hakel chez soi à la maison, comme le Rebbe dit, et que ça soit seulement réunir quelques personnes, étudier un petit Bar Torah, encourager un à l'autre dans Torah et Mitzvot, ça c'est Hakel. Le Rebbe en a fait une année entière. Dans le temps de Beth Amikdash, c'était une fois, Chol HaMoed Sukkot, le premier jour, c'est là où tout le monde est venu au Beth Amikdash et le roi parle. Pourquoi est-ce que c'est le Rebbe? Eh bien, c'est simple. Parce que le Rebbe, c'est Malchus. Le Rebbe, c'est la couronne. Le Rebbe, c'est Melech. Alors, bien sûr, comme Melech, c'est son, comme on dit en anglais, c'est son triple, c'est sa chose. Donc, alors, c'est à nous d'écouter chacun qu'on fasse des événements de Haké et que chacun participe dans les événements de Haké. Et toute l'idée de Haké, c'est quoi? De revenir au Beth Amikdash avec le Rebbe Melech HaMashiach qui va nous délivrer, espérons encore avant, chez nous, ici à 770, c'est encore avant Yud Shvat. Et que nous nous retrouvons tous ensemble, que nous fêtons Yud Shvat avec le Rebbe précédent, avec le Rebbe au Beth Amikdash, avec tous les tzadikim, exactement comment la table d'honneur va être arrangée.
Ça, on va laisser à Mashiach de s'en occuper. L'essentiel est que Dieu nous aide, qu'on ait ça déjà aujourd'hui même. Là-dessus, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. À bientôt. Good Yom Tov, good Yom Tov. يوم تov الحي بخير